Bonjour à vous et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Aujourd'hui, évidemment, l'essentiel de l'ActuTech. On va évidemment commencer par l'Ukraine et la Russie avec, vous le savez encore une fois, tous les derniers mouvements autour de ce conflit. On commence déjà avec l'ANSSI en France qui propose tout simplement de se méfier de l'éditeur de logiciels antivirus Kaspersky. Ce dernier pourrait avoir des liens un peu trop proches avec le gouvernement russe. C'est pas la première fois et on n'a pas attendu ce conflit pour avoir ce genre de soupçons. Mais désormais, c'est formel. Il faudra peut-être passer par d'autres logiciels d'antivirus. On continue avec les entreprises qui coupent les ponts, notamment avec la Russie, et celles qui ne coupent pas les ponts avec la Russie. Amazon vient d'annoncer qu'ils viennent de suspendre toutes leurs ventes vers la Russie et la Biélorussie, et que Amazon Prime Video ne sera également plus disponible pour ces territoires. Du côté de Red Hat et de SUSE, deux distributions très connues de Linux, également ils stoppent toute opération et liens commerciaux avec la Russie. L'application de rencontre Bumble a également annoncé qu'il ne sera plus possible d'utiliser et de rencontrer des gens sur le territoire. Enfin, on passe aux jeux vidéo. Sony qui va aussi un peu plus loin puisque le PlayStation Store est désormais fermé à la Russie et toutes les ventes même de Sony sont fermées à la Russie. Ça avait déjà commencé il y a quelques jours avec notamment Gran Turismo 7. Un peu plus étonnant aussi, Nintendo qui avait déjà stoppé son eShop en Russie, il a annoncé qu'ils ont décalé Advance War 1+2 Reboot Camp, donc la version Switch de son jeu de stratégie bien connu, en vue de sa thématique un peu trop proche de l'actualité. On enchaîne maintenant avec des entreprises qui, elles, n'ont pas pour l'instant coupé les ponts avec la Russie et elles sont justifiées. On en a longuement parlé en débat hier avec Daz notamment. On commence par Akamai. Je vous rappelle qu'Akamai est le backbone provider peut-être le plus important au monde. C'est le fournisseur de contenu internet peut-être le plus important au monde. Beaucoup de sociétés comptent sur Akamai et Akamai ne va pas pour l'instant stopper ces opérations en Russie. Pourquoi ? Puisque ils rentrent dans la même argumentaire que d'autres en expliquant que s'ils coupaient leurs services en Russie, ils feraient plus de mal à la population civile, finalement au gouvernement lui-même. Autre point aussi, ProtonMail, le service de mail et de VPN très porté sur la vie privée, a annoncé également qu'ils allaient maintenir leurs opérations et leurs services en Russie de la même manière pour aider les gens à rester informés, à pouvoir communiquer en dehors de la Russie et vers la Russie. Ils considèrent que pour l'instant, ils servent plus les citoyens que le gouvernement. Autre point un peu étonnant, on passe très rapidement au transport puisque on apprend qu'il y a une grande bataille qui se fait autour de centaines d'avions. Je ne le savais pas, mais beaucoup d'avions aujourd'hui ne sont pas achetés par des compagnies aériennes, mais loués par des compagnies aériennes et notamment beaucoup de compagnies aériennes comme Aeroflot louent des avions. Le problème, c'est que depuis le début du conflit, la plupart des compagnies aériennes, notamment russes, ont stoppé les avions et les ont rapatriés en Russie et ces avions sont désormais bloqués en Russie. Simplement 24 avions sur plus de 500 loués auraient été récupérés par des compagnies de loueurs de ces gros Boeing ou de ces gros Airbus et il pourrait y avoir des grosses cascades et des grosses faillites derrière si la Russie ne rend pas tous ses avions civils. Autre point intéressant, on va dire, autour de la tech et de ce conflit, un papier de Ars Technica très intéressant qui explique que beaucoup de spécialistes de la sécurité et la cybersécurité avaient vu cette invasion depuis maintenant plusieurs années ou au moins plusieurs mois et ils avaient mis en place déjà des opérations de défense de l'Ukraine en secret ces derniers mois. C'est révélé par Ars Technica dans cet article très intéressant pour préparer l'Ukraine à une invasion quasi sûr et un hacking quasi certain. Dernier petit point très étrange, écoutez, c'est un patron d'une start-up spécialisée dans des véhicules médicaux qui s'appelle DocGo et cet homme a décidé de sponsoriser, ne me demandez pas comment, Anthony Capone a décidé de sponsoriser des volontaires qui voudraient aller en Ukraine pour se battre. Il a reçu, après son post LinkedIn, des milliers de propositions de personnes qui vont de l'adolescent inexpérimenté aux vétérans militaires, beaucoup d'Américains qui lui ont demandé d'aller là-bas et il a annoncé plus de 200 000 $ pour sponsoriser et payer les vols, les voyages et autres frais pour envoyer ces personnes se battre pour la démocratie. Selon Anthony Capone, il a fait tout son argent grâce à la démocratie, c'est le moment de rendre. Bon, ce sera le grand point. Solutionnisme et start-upper, vous pouvez en débattre avec bienveillance, comme toujours, dans les commentaires. On va maintenant quitter la géopolitique tech et on va passer au reste de l'actu tech. Et on va commencer par des écrans et un écran très attendu, celui du Steam Deck. Je vous rappelle, cette machine de jeu de chez Valve qui ressemble à une Switch à l'extérieur et qui ressemble beaucoup à un micro PC à l'intérieur. Florian est en train de faire tous les tests de cette machine et il a commencé par l'écran et autant vous dire que c'est pas
Jojo pour dire les choses poliment. Selon Florian, c'est un des pires écrans qu'il ait pu tester ces dernières années, avec une fidélité des couleurs, un taux de contraste, une réflectance, la totale, catastrophique pour le Steam Deck. Extrêmement déçu. Alors on imaginait bien que c'était une machine qui est vendue à un tarif plancher, je vous rappelle 419 € TTC en France. Pour autant de puissance, il fallait bien faire des sacrifices quelque part. Mais ici, on est vraiment sur un écran extrêmement mauvais. Bref, ça pourra refroidir les personnes qui voulaient encore acheter ou précommander le Steam Deck, en attendant évidemment que la communauté arrive avec des écrans OLED ou LCD améliorés sur le marché gris. Côté des puces et des chipsets, on va parler d'AMD, d'NVIDIA et de Apple. On commence par AMD qui vient de montrer à la veille de la conférence d'Apple, tiens comme c'est étrange, ces nouveaux Ryzen Threadripper Pro série 5000. Ils succèdent à la série 3000 et ils embarquent surtout une nouvelle architecture, enfin une architecture qu'on connaît bien chez les Ryzen pour les particuliers, c'est le Zen 3. On va de 12 à 64 cœurs et donc de 24 à 128 cœurs software. On augmente le cache L3, on peut gérer jusqu'à 2 Tera de mémoire vive, c'est plutôt joli. Et le tout aura une enveloppe thermique jusqu'à 280 watts. Beau bébé. On a évidemment hâte de le mettre face au nouveau champion de chez Apple. Ça arrive fin mars. Autre produit qui arrive fin mars, mais arrivera-t-il vraiment? C'est cette fameuse GeForce RTX 3090 Ti annoncée au CES de Las Vegas début janvier par Nvidia. Depuis, pas de nouvelles. Ça y est, promis juré, ça arriverait pour le 29 mars selon videocards.com. On n'ose pas trop imaginer le prix, sachant que je vous rappelle que cette carte qui est censée valoir 1550 €, enfin la 3090 qui est censée valoir 1550 €, aujourd'hui c'est plutôt le prix d'une 3080. On attend de voir ce que donneront cette 3090 Ti. Et puis évidemment, avec un Threadripper et une 3090 Ti, on aura hâte ici chez le numérique de faire des benchmarks contre le fameux M1 Ultra de chez Apple. On vous rappelle qu'on a suivi la conférence avec vous et que Régis vient de se fendre d'un très bon article qui explique pourquoi le M1 Ultra est beaucoup plus complexe et beaucoup plus excitant que deux M1 Max collés l'un à l'autre. Il explique notamment qu'il pourrait résoudre le problème de beaucoup de workstations qui travaillent avec plusieurs cartes graphiques ou plusieurs processeurs en parallèle. C'est qu'ici, évidemment, il y a une fusion totale, la fameuse Ultra Fusion de chez Apple, mais qui fait que les programmes ne voient qu'une seule carte graphique et qu'un seul CPU. Là où ils en voient plusieurs, notamment lorsque vous mettez des NVLink chez Nvidia par exemple, avec tous les problèmes que ça peut créer. Il peut aussi, on peut voir dans cet article que beaucoup de gens avaient vu dès le début le fameux connecteur potentiel du M1 Max dès novembre, et que du coup, ça nous donne de l'espoir sur le potentiel M1 Quad, je ne sais pas comment vous pourrez l'appeler, qui a été prophétisé aussi il y a quelques mois par Mark Gurman, puisque vu que les rumeurs et les hypothèses de novembre 2021 se sont révélées vraies pour 2 chipsets, il est possible peut-être d'en avoir 4 côte à côte, et on pourrait se retrouver peut-être avec 40 CPU et 128 GPU dans la future version du M1 qui devrait arriver dans un Mac Pro qui, je vous le rappelle, n'a toujours pas été dévoilé mais teasé par Apple durant sa conférence. Ça va faire très mal. Passons maintenant au smartphone et ce mois de mars va être vraiment très excitant puisque le 22 mars également, Nothing, la marque lancée par Carl Pei, l'ex-cofondateur de OnePlus, va montrer toute sa roadmap et tout l'écosystème qu'ils vont créer, et pour cela, Nothing vient de lever pas moins de 70 millions de dollars, et après avoir vendu écoutez, déjà 400 000 écouteurs, les Ear One, on s'attend évidemment à du smartphone. Et maintenant, d'autres produits avec, vous voyez, chez Nothing et chez ce tour de table, des investisseurs petits comme Google ou Tony Fadell, le papa de l'iPod, tout simplement. Ça va être assez intéressant à suivre. Passons maintenant à la voiture, et c'est un grand jour pour les gens comme moi qui rêvent d'être des gitans du futur et de vivre sur les routes, avec l'officialisation de la mise en vente du Volkswagen ID.Buzz. Pour les gens qui ne savent pas, en gros, c'est le retour du van Volkswagen, mais en version électrique. Regardez-moi cette petite beauté dont les ventes devraient être lancées au mois de mai en Europe. Pour une mise en circulation d'ici la fin de l'année. Ça arrivera en 2024 aux États-Unis aussi. Il y aura plusieurs versions de ce van. Celle qui est présentée actuellement, c'est la version courte 5 sièges, mais on devrait avoir une version 6, 7 sièges et allongée aussi. Pour l'instant, on a un moteur d'équivalent de 200 chevaux, une batterie de 87 kWh et une vitesse qui pour l'instant est limitée à 90 km/h. Mais on a envie de vous dire qu'à bord de ce petit van, on a plutôt envie d'écouter de la musique folk et de voir les beaux paysages. On a évidemment extrêmement hâte de tester cet engin de chez Volkswagen. Je te regarde, mon cher Aurélien Pio. Et enfin, pour les transports, pour finir là-dessus, voyez cette vidéo de test de taxi
téléguidés. Et oui, tout à fait. Avant que les taxis autonomes arrivent, on a vu ici une start-up qui est en train de tester des chauffeurs et des chauffeuses de VTC à distance, le temps qu'un jour ça devienne 100% autonome. Pourquoi pas? Vous monteriez du coup dans un véhicule qui n'aurait pas de conducteur ou de conductrice à bord, mais ce dernier serait décalé. C'est étonnant et en même temps, c'est pas si bête que ça. Passons maintenant à la France et au futur, et on est en pleine élection présidentielle, dont d'ailleurs le numérique est une des thématiques les plus oubliées dans les discours des différents candidats et candidates. Ça n'a pas découragé Infranum, qui est une fédération qui regroupe 2200 professionnels du numérique et des infrastructures du numérique, qui a proposé 30 propositions pour une France connectée et durable. Voilà. Donc, pour avoir un meilleur réseau, se débarrasser du cuivre, garantir notre souveraineté, ils ont un peu challengé les candidats avec ces 30 propositions pour penser le futur numérique de la France plus rapide, plus safe, plus souverain. À voir si un ou une candidate y répondra vraiment et prendra le sujet à bras le corps, parce qu'on va pas vous mentir, pour l'instant, le numérique n'est pas vraiment dans les débats. Autre point qui était beaucoup dans les débats mais qui est moins dans les débats, les NFT. Et oui, Romain Chaland s'est intéressé à l'intérêt pour les NFT. Je vous rappelle que ce sont des jetons non fungibles tokens, qui indiquent une technologie très large, mais dont on parle beaucoup, notamment pour les ventes d'objets virtuels comme des JPEG, des objets dans des jeux vidéo. À un moment où les NFT ont été vraiment une folie, notamment en 2021, l'intérêt et les recherches notamment se sont écroulés depuis le début de l'année autour des NFT, peut-être parce que les gens ont d'autres choses à faire. Vous voyez que le métavers n'a pas trop décollé, mais selon des derniers sondages, évidemment, une très grande majorité de la France qui a plus de 24 ans ne connaît pas les NFT et s'en fout globalement du métavers. C'est pas ce qui a découragé LimeWire. Est-ce que vous vous rappelez de LimeWire, le fameux logiciel que vous utilisez pour télécharger de pair à pair des contenus, dans une légalité toute relative? LimeWire qui avait fermé en 2010 dans le sillage de eDonkey et autres Napster. LimeWire est de retour pour vendre des NFT. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé, ils ont peut-être utilisé le nom. 12 ans plus tard, ils vont encore aller sur un autre marché hautement porteur, mais aussi extrêmement polarisant. Donc LimeWire qui est toujours vivant et qui va tenter le comeback. On enchaîne avec du jeu vidéo. Hier soir à 23h, c'était le State of Play de PlayStation. Plusieurs jeux, dont un seul qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Un jeu où la météo vous indique qu'il y a des averses ou des orages de dinosaures, qui tombent du ciel littéralement. Et il faut s'en débarrasser avec ces armures qui feront furieusement penser à Feu Anthem chez BioWare, mais ça c'est chez Capcom que ça se passe. Exoprimal, et écoutez, ça a l'air bien rigolo. Beaucoup moins rigolo du côté de chez Sony. Écoutez, des affaires, des accusations de sexisme blatant. Il y a une plainte qui a été déposée par une ancienne employée en novembre 2021. Sony a demandé à classer cette plainte comme non recevable car elle était isolée. Et bien depuis, 8 autres femmes ont ajouté leur témoignage à ce premier, et ça pourrait commencer à sentir un PlayStation Gate, puisque vous connaissez tous les problèmes classiques dans ce genre de boîte, plafond de verre, avance et autres choses qu'on ne devrait plus voir en 2022 ou en 2021 même. On va voir comment Sony répond à ce recours désormais qui devient un recours collectif et qui va évidemment être beaucoup plus recevable par la justice aux grandes dames des avocats de PlayStation. Dernier point avec un décès assez étonnant et singulier. Vous allez voir pourquoi. Il y a 2 mois, on a réussi pour la première fois à transplanter un cœur de cochon, un cœur porcin, dans un corps humain. Ce dernier avait été un peu modifié au niveau de son DNA, de son ADN pour être compatible avec le corps humain. Et c'était c'était plus qu'une première, c'était plutôt pour aider un homme qui était en souffrance à survivre un petit peu. Cet homme est désormais décédé. Alors attention, avant de sauter sur des conclusions, évidemment, les médecins rappellent que cet homme était déjà dans un état critique, que son état avait commencé à se dégrader très 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 clairement avant même la transplantation de ce cœur. Ils vont évidemment étudier les réactions, puisque son corps n'avait pas rejeté le cœur, et il y aura eu donc 2 mois de vie avant ce décès. Je vous rappelle que pour ce type d'opération et de recherche actuellement, aussi très prometteuse mais aussi très polarisante, la plupart du temps, les instituts et les universités de recherche utilisent ça sur des corps cliniquement et déclarés décédés, et c'était le premier patient vivant et conscient qui avait reçu ce cœur suite au prochain épisode. En attendant, on se retrouve dès demain et faites attention à votre santé d'ici là. Ciao!